Le 25 avril 2023, suite à une attaque dans une prison californienne, Jaime Brujada Valdez, également connu sous le nom de Money Sign Suede, le rappeur au fanfaron a été brutalement assassiné alors qu'il l'était en prison. Voici 10 membres de gang tués en prison. James Whitey Bulger. The notorious Boston crime boss James Whitey Bulger is dead, one day after being transferred to a federal prison in West Virginia. Pour ses nombreux crimes tels que le complot en vue de commettre un meurtre et une extorsion, James Whitey Bulger a été initialement incarcéré dans une prison de Floride en septembre 2014. Il ne savait pas que son transfert prévu au pénitencier de Hazleton en octobre 2018 changerait le cours de sa vie pour le pire. Né le 3 septembre 1929 à Boston dans le Massachusetts, Bulger était l'un des 6 enfants d'une famille irlando-américaine. Bien qu'il ait grandi dans le quartier irlandais catholique de South Boston à Boston, il s'est impliqué dans un gang de rue connu sous le nom de Shamrocks lorsqu'il était jeune homme, commençant par voler des voitures pour ensuite dévaliser des banques. Initialement, il a été arrêté pour délinquance alors qu'il était un jeune adolescent, mais il est finalement devenu le cerveau d'un empire criminel d'usurpation de prêts, de jeux de hasard, d'extorsion, de trafic de drogue et de meurtre. Et après avoir été reconnu coupable de vol à main armée et de détournement d'avion, il a été envoyé dans la tristement célèbre île de prison de San Francisco, Alcatraz. Sa carrière criminelle a été un sac plein de malheurs, notamment pour ses victimes. Il aurait initialement tenté de fournir des armes aux paramilitaires de l'armée républicaine irlandaise en Irlande du Nord. Puis il aurait étranglé 2 femmes à main nue pour des raisons encore inconnues. À cela s'ajoutait la torture d'un homme pendant des heures, après quoi il a utilisé une mitrailleuse pour cibler sa tête avec des balles. Ce qui rendait Bulger particulièrement remarquable, c'était sa relation complexe avec le FBI. Ses activités dans la pègre ont été rendues possibles par un agent voyou du FBI, John Connolly Jr., qui a toléré ses crimes afin d'énoncer d'autres gangsters. C'est cette relation avec l'agent voyou du FBI qui lui a permis d'obtenir des informations sur une inculpation imminente qui l'a mené à être en fuite en 1995. En 2011, après 16 ans de fuite, Bulger a finalement été arrêté à Santa Monica, en Californie. Il s'était caché là-bas avec sa petite amie Catherine Gregg, qui est toujours incarcérée dans une prison pour femmes du Minnesota. En 2013, il a finalement été reconnu coupable d'une litanie de crimes fédéraux, notamment de racket, d'extorsion et d'implication dont 11 meurtres à travers les États-Unis au cours des années 1970 à 1980. Les crimes qu'il a commis ont justifié le gouvernement américain à verser plus de 20 millions de dollars de dommages et intérêts à ses victimes au motif qu'il avait commis ces meurtres sous la surveillance du gouvernement. Surprenant pour beaucoup, très surprenant, Bulger aurait exprimé des remords pour son passé dans une lettre de 2015 qu'il avait écrite à un groupe d'étudiants qui l'avait contacté pour un projet d'histoire. Dans son expression, il l'a écrit « Ma vie a été gâchée et dépensée de manière stupide. Une leçon que j'espère que les étudiants auraient apprise. » Il a d'abord été incarcéré dans un établissement de Floride avant d'être transféré au pénitencier de Hazleton en Virginie occidentale le 30 octobre 2018. Et c'est à son arrivée le jour même vers 8h30 que l'homme de 89 ans à ce moment-là a été retrouvé mort dans sa cellule après avoir été battu par une arme confectionnée par un cadenas fourré dans une chaussette par un co-détenu. Gerald Hector Scarpelli. D'un propriétaire de boutique en faillite à un usurier réputé, le rôle éventuel de Gerald Scarpelli en tant qu'informateur a marqué un tournant dramatique dans sa vie. Cependant, le 2 mai 1989, l'homme connu pour son courage a provoqué sa propre disparition. Né en 1938 à Chicago, Gerald Scarpelli, fils d'un boulanger du Near West Side, s'est aventuré très jeune dans la vie criminelle, accumulant 18 arrestations à son casier judiciaire. En 1965, il l'a plaidé coupable de vol à main armée dans le Wisconsin, a été condamné à une peine avec sursis et à une probation. Bien qu'il nourrisse des rêves de propriété d'entreprises légitimes, comme une boutique et un parc de récupération d'automobiles, le casier judiciaire de Scarpelli a empêché ses aspirations de se concrétiser. Pendant plusieurs années, Scarpelli a été membre de l'équipage de capo-régime Joseph Ferriola, gagnant en popularité en tant qu'usurier de premier plan et supervisant les jeux illégaux dans la banlieue sud-ouest de Chicago. Ses activités criminelles se sont poursuivies, culminant avec sa participation au meurtre de George Christofalos en 1979. Cet acte orchestré par le gangster John Borsellini avec la permission de la direction de Outfit, visant à éliminer Christofalos qui avait fait obstacle à l'une des raquettes de Borsellini. Scarpelli et Borsellini ont tendu une embuscade à Christofalos, Borsellini lui tirant dessus mortellement. Étonnamment, 2 mois plus tard, Borsellini a été retrouvé mort, faisant de Scarpelli le principal suspect. Lors d'un autre incident horrible, Scarpelli, aux côtés de Michael Oliver, a fait une descente dans une librairie pour adultes à Elk Grove Village, au cours de laquelle Oliver a été abattu. Il a été enterré par Scarpelli et ses complices pour être découvert bien plus tard par les forces de l'ordre. Les activités criminelles ne se sont pas arrêtées là. Les tensions se sont intensifiées en 1980 lorsque Scarpelli et 3 autres personnes ont assassiné William et Charlotte Dauber.
William Dauber, un gangster de outfit contrôlant les ateliers de réparation automobile de Southside, était tombé en disgrâce auprès du patron Albert César Tocco. Le coup s'est produit après qu'ils aient traqué les Daubers hors du terrain, ouvrant le feu avec une carabine M1 et un fusil de chasse sur une route de campagne. En 1988, Scarpelli a de nouveau été arrêté, mais cette fois c'était pour un vol à Michigan City, Indiana, après avoir été confronté à des conversations sur écoute de James Duke Basile, un membre d'équipage de Scarpelli. Discutant des méthodes d'assassinat, Scarpelli a accepté de devenir un informateur. Il a finalement avoué les meurtres de Dauber en 1980, ainsi que les meurtres du chauffeur de la mafia, Gerald Carusiello, et du propriétaire du magasin de côtelettes Timothy O'Brien. Le 2 mai 1989, 2 jours seulement avant que le tribunal ne se prononce sur ses accusations de vol, Gerald Scarpelli est décédé après s'être pendu dans une cabine de douche de Metropolitan Correctional Center de Chicago. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est parce qu'un juge avait récemment statué contre lui concernant les cassettes de Basile. Je suppose qu'il n'a pas eu le courage de faire face à la décision. Michael Mosca Torres. The California State Prison is investigating the stabbing death of an inmate. According to investigators, 2 inmates, Juan Martinez and Ray Martinez, attacked and killed 59-year-old Michael Torres. L'homme également connu sous le nom de The Fly, Michael Torres, avait une forte emprise sur le système pénitentiaire du comté de Los Angeles alors qu'il était incarcéré pour se charger de plusieurs transactions illégales. Cependant, cette influence et cette autorité qui l'avaient en prison l'ont conduit dans un lieu de non-retour. Initialement affilié au gang de Sunfair, Michael Torres est devenu membre de la mafia mexicaine en 1994 grâce à Luis Huerobov Flores. Bien qu'il ait été initialement incarcéré pour homicide involontaire, il a finalement été libéré après 16 ans et, à sa libération, il a reçu le rôle de percepteur d'impôts pour la mafia mexicaine dans la vallée de San Fernando. Ceci ainsi que l'influence considérable qu'il exerçait en collectant les paiements de divers quartiers lui valurent le surnom de Mosca. En 2003, Torres a confronté David Diablo Mendoza, le soupçonnant d'avoir faussement revendiqué des liens avec la mafia mexicaine. La confrontation a mal tourné et Torres a tiré sur Mendoza dans la poitrine, le tuant sur le coup après avoir vérifié son affiliation grâce à ses tatouages. Comme si cela ne suffisait pas, les associés de Torres ont kidnappé et agressé un membre d'un gang nommé Smokey, prétendument sous les ordres de Torres. Cependant, ces actes l'ont rattrapé et lors de son arrestation, les détectives ont découvert des liasses d'argent liquide dans la maison de la mère de Torres et une liste de lecture suggérant un intérêt pour divers sujets. Torres, qui avait fait des études de 5e année, s'est représenté devant le tribunal dans le but apparemment de prolonger son séjour en prison afin de pouvoir accomplir son devoir au sein de la mafia mexicaine, qui consistait à collecter des taxes sur les ventes de drogue. Il a finalement été reconnu coupable de tentative de meurtre et d'autres accusations. Et bien qu'il ait été condamné à perpétuité, c'était plus ou moins ce que Torres souhaitait car il était capable de prendre le contrôle du système pénitentiaire du comté de Los Angeles, de superviser les rackets lucratifs et d'imposer un tiers de taxes sur les ventes de drogue. Et tout comme le gestionnaire méticuleux qu'il l'était, Torres utilisait des téléphones portables de contrebande pour surveiller les finances et distribuer les revenus entre les membres de la mafia mexicaine. Son influence s'étendait au-delà des prisons, taxant les gangs et les trafiquants de drogue dans les vallées de San Fernando et d'Antelope, investissant les bénéfices dans des entreprises légitimes. On pense que c'est son influence et son autorité qui ont conduit à l'animosité qui a abouti à son horrible meurtre. Sa personnalité et ses relations ont fait de lui un aimant à problème puisqu'il a été inculpé devant un tribunal fédéral en 2019 pour complot avec la fraternité arienne en vue du trafic d'héroïne. Un acte qui lui a valu de nombreux ennuis juridiques même au moment de sa mort. Le 6 juillet 2023, Michael Mosca Torres a été poignardé à mort en prison par des codétenus qui n'ont aucun lien de parenté en la personne de Ray Martinez et Juan Angel Martinez pour des raisons très peu claires. Pourtant, une chose est sûre, il s'est fait de nombreux ennemis en passant des rues de San Fernando à la présidence du plus grand complexe pénitentiaire du pays. Une fin terrible pour un puissant patron de prison. Jaime Brujada Valdez, a.k.a. Money Sign Suede. Tonight, Jaime Valdez, a rapper known as Money Sign Suede, killed while being held at the State Correctional Training Facility in Soledad. La plupart des gens ont tendance à se demander comment le célèbre Jaime Brujada Valdez, populairement connu sous le nom de Money Sign Suede, a pu devenir célèbre. Une star américano-mexicaine en plein essor qui a accumulé des dizaines de millions de streams pour sa musique rap propulsive, s'est retrouvée sur le net qui l'a emmené sur le chemin du non-retour. Né de parents immigrés mexicains et élevé dans la région d'Huntington Park à Los Angeles, Valdez a commencé à enregistrer et à mettre en ligne des morceaux de rap à l'âge de 16 ans et a signé chez Atlantic Records alors qu'il était encore adolescent. Son morceau révolutionnaire Back to the Bag a été un succès sur la scène rap après sa sortie en 2020.
En 2022, il a connu une année chargée en sorties, avec un EP éponyme en mars suivi de son premier album Parkside Baby en septembre. Et tandis que la plupart des rappeurs ont généralement des affiliations avec le milieu criminel d'une manière ou d'une autre, Valdez n'était pas différent. Il a été condamné à 2 ans et 8 mois pour être un criminel et un toxicomane, pour possession d'une arme à feu avant d'être admis au département californien des services correctionnels et de réadaptation du comté de Riverside en Californie. Pour aggraver les choses, il faisait également face à une autre condamnation pour arme à feu dans le comté de Los Angeles. En fait, il purgeait une peine de 32 mois pour 2 condamnations liées aux armes à feu qui étaient en cours simultanément. Le 25 avril 2023, les agents correctionnels sont intervenus lorsque Brujada Valdez n'était pas retrouvé dans sa cellule vers 21h55 après un décompte institutionnel régulier. Lors de la perquisition, l'homme de 22 ans a été retrouvé inconscient dans une zone du logement avec des blessures sur tout le corps. Le personnel a rapidement pris des mesures de sauvetage et a appelé les services d'urgence pour transporter Brujada Valdez vers un établissement médical sur place pour y être soigné où son décès a été constaté. Même s'il semblait qu'il n'avait aucune idée de ce qui aurait pu justifier son meurtre ou de la manière dont il avait été réellement assassiné, un avocat représentant Valdez, Nicholas Rosenberg, a rédigé un rapport indiquant que les autorités avaient déclaré que Valdez avait été poignardé à mort. Il a été dit que des enquêtes étaient en cours, mais certains pensent qu'il y a plus dans cette affaire qu'il n'y paraît. Adam Abdul-Hakim, a.k.a. Larry Davis. Malgré sa popularité et son influence dans la rue et dans l'industrie musicale, 1986 a été l'année de l'horreur pour Larry Davis, puisqu'il a abattu 6 policiers à l'époque. Et tandis que la plupart des gens se demandent encore pourquoi il est resté si longtemps en prison pour une simple accusation d'arme à feu après sa capture, sa disparition éventuelle alors qu'il était incarcéré a soulevé plus de questions que de réponses, s'ajoutant au mystère. Né le 28 mai 1966, Davis était connu par ses pairs comme étant rappeur talentueux et en herbe à ses débuts. Certains disent qu'il était 50 Cent avant 50 Cent, tandis que d'autres l'appelaient le Terminator de la ville du crack. Mais c'est lorsqu'il a commencé à vendre de la drogue que sa vie a pris une autre tournure, surtout lorsqu'il y a eu un lien avec la police. Le 19 novembre 1986, il a été impliqué dans une fusillade dans le sud du Bronx avec des agents de la police de la ville de New York, au cours de laquelle 6 agents ont été abattus. C'est lors de sa capture le 6 décembre 1986 qu'il a fait des déclarations affirmant que c'était la police qui lui avait remis les armes. Tout en prouvant son innocence, il a été déclaré qu'il l'avait tiré sur les policiers en état de légitime défense et, comme si cela ne suffisait pas, il a également révélé qu'il vendait de la drogue aux agents du commissariat du Bronx, affirmant qu'il voulait le tuer à cause de ce qu'il savait de l'affaire concernant l'opération antidrogue du département. À la surprise de tous, le jury du Bronx l'a cru et son cas est devenu la première et la seule fois dans l'histoire américaine où un civil a été innocenté de toutes les accusations liées à la fusillade d'un policier. La seule accusation qui pesait sur lui était celle de possession illégale d'armes à feu. Cela n'a évidemment pas plu à des personnes comme la police de New York et le maire de l'époque, Edward Koch, et même s'il a été reconnu coupable en avril 1991 du meurtre d'un trafiquant de drogue du Bronx en 1986, la satisfaction d'une peine capitale contre Davis faisait toujours défaut. Le 20 février 2008, alors que Davis purgeait encore sa peine de 23 ans pour une accusation d'armes illégales, au centre correctionnel de Shawangunk, près du hameau de Wallkill dans le comté d'Ulster, il a été brutalement poignardé à mort. Sa mort a semblé plaire à l'ancien maire Edward Koch car il a déclaré que le système pénitentiaire faisait ce que le système de justice pénale ne pouvait pas faire. Bien que certains disent qu'il a eu ce qu'il méritait, notamment pour l'assassinat des 6 policiers, d'autres ne le considéraient pas seulement comme un innocent mais comme un héros dont ils étaient très fiers. Michael Garrett. Le 16 octobre 2000, Michael Garrett a été reconnu coupable de racket, de meurtre et de trafic sexuel de prostituées et trafic de drogue. Le procès a été remarquable, un procès que les gens n'oublieraient pas de sitôt car les vidéos de rap de Garrett et d'autres membres de Together Forever Mafia publiées sur YouTube ont été utilisées comme preuve contre eux. Alors que la rumeur court qu'il est impossible de faire une surdose de marijuana, eh bien je suppose que le cas de Michael Garrett a prouvé que cette théorie est fausse, surtout si la dite marijuana est synthétique. L'homme de 40 ans risquait probablement la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant cet horrible incident. Le 28 février 2016, Michael Garrett, co-leader d'un gang de Brooklyn appelé Together Forever Mafia, qui était également directeur hip-hop, est décédé des suites d'une overdose de marijuana synthétique au Metropolitan Detention Center en attendant le jugement. Selon certaines informations, un porte-parole du médecin légiste de la ville a déclaré que la mort de Garrett avait été classée comme accidentelle en raison d'une maladie cardiovasculaire avec pour facteur contributif une surdose de marijuana synthétique. Même l'ancien avocat de Garrett, James Lissa, n'a pas été en reste en exprimant son mépris pour le système pénitentiaire. Et après avoir été informé du rapport d'autopsie, il a dit « Je suis incrédule, il était en détention fédérale, ce n'est pas comme les Rikers Island ou un établissement du comté. » Et bien sûr, les experts pénitentiaires avaient leur mot à dire sur la question puisqu'ils ont déclaré
qu'il était extrêmement difficile de se procurer de la drogue dans le type d'établissement fédéral dans lequel Garrett était enfermé. Cela signifie simplement que la prison de Brooklyn est l'un des systèmes pénitentiaires, sinon le plus sûr, des États-Unis. Mais il y a une question majeure. Si le centre de détention métropolitain est aussi sûr qu'on le dit avec tout le personnel accomplissant ses tâches au maximum, alors comment Garrett a-t-il pu faire passer clandestinement de la marijuana synthétique qui l'a tué? Clauvino da Silva. Vous avez probablement entendu parler du prisonnier brésilien qui a tenté de sortir de prison déguisé en sa fille adolescente au Brésil. Eh bien, le 6 août 2019, ce prisonnier en la personne de Clauvino da Silva a été retrouvé mort dans sa cellule. Né en 1976, Clauvino était le chef d'un groupe terroriste de commandement rouge, un puissant groupe criminel qui contrôle le trafic de drogue dans certaines parties de Rio de Janeiro au Brésil. Sous le surnom de Shorty, il contrôlait l'ensemble de l'organisation criminelle couplée au marché de la drogue dans une grande partie de Rio. Après une période de son règne en tant que chef notoire du groupe criminel, Clauvino a finalement été arrêté pour trafic de drogue. Il a été condamné à 73 ans de prison et a été initialement incarcéré à la prison Bangu 3 à Rio de Janeiro. Le 3 août 2019, Clauvino a tenté audacieusement de s'évader de prison. Alors que sa fille lui rendait visite en prison, il a tenté de changer de place avec elle lors de son départ. Sa tactique consistait à porter un masque en silicone, une longue perruque, des lunettes, un soutien-gorge et des vêtements pour adolescentes. Tout cela dans le but de se déguiser en sa fille pour pouvoir s'évader, mais sa perte a été le comportement inhabituel dont il l'a fait preuve alors qu'il quittait les locaux de la prison. Il a finalement été remarqué par les gardiens de la prison qui, en le voyant, ont remarqué sa nervosité et lui ont fait enlever son déguisement pendant qu'il l'était filmé. La tentative d'évasion a fait l'objet d'une large couverture médiatique où des images et des vidéos de Clauvino déguisé ont circulé sur les réseaux sociaux. En raison de sa forte tendance à s'évader de prison, comme lors de sa première tentative d'évasion par les égouts en 2013, et de ce déguisement, il a finalement été transféré à la prison Bangu 1 à Rio de Janeiro et placé à l'isolement. Eh bien, je suppose que l'ancien chef du commandement rouge n'en pouvait plus, car 3 jours plus tard, après que son évasion compliquée ait été déjouée, Clauvino da Silva a été retrouvé mort à la suite d'une automutilation effectuée en se pendant dans sa cellule de prison. Francis Cadillac Frank Salem. Francis Salem, autrefois puissant chef de la mafia de la Nouvelle-Angleterre, même après être devenu informateur du FBI, s'est accroché à la vie de crime qui a ouvert la voie à sa disparition éventuelle. Né le 18 août 1933 à Boston, dans le Massachusetts, Francis Salem, le gangster américain avec un passé notoire dans le crime organisé, s'est associé à la famille criminelle Patriarca, l'une des organisations mafieuses les plus puissantes de la Nouvelle-Angleterre. Sa personnalité courageuse lui a donné l'avantage qui lui a permis de gravir les échelons jusqu'à devenir finalement le patron de la famille Patriarca au début des années 1990. Dans les années 1960 et 1970, Salem a été le fer de lance et a été pratiquement impliqué dans diverses activités criminelles, notamment l'usurpation de prêts, le racket et l'extorsion. Sa nature impitoyable et rusée était ce avec quoi il fallait compter dans le monde criminel. Cependant, sa carrière criminelle a pris un tournant très important lorsqu'il est devenu un informateur du FBI à la fin des années 1990. En 1999, Salem se voyait témoigner contre ses anciens associés, apportant des informations cruciales sur les rouages de la mafia. C'est son témoignage qui a joué un rôle crucial dans la condamnation de plusieurs personnalités de haut rang de la mafia, dont James Whitey Bulger, et bien sûr, sa coopération avec les forces de l'ordre lui a valu des ennemis dans le monde criminel, ce qui l'a emmené à participer au programme de protection des témoins. Bien qu'il soit un témoin protégé, Salem a lui-même été confronté à des problèmes juridiques. En 2016, il a été arrêté pour des accusations liées à son implication dans le meurtre en 1993 d'un propriétaire de boîte de nuit en la personne de Steven DiSarro. Bien qu'il n'ait pas directement commis le meurtre, Salem a été accusé d'avoir joué un rôle dans l'élimination du corps de DiSarro. Le 22 juin 2018, Salem a été reconnu coupable du meurtre de Steven A. DiSarro et a finalement été condamné à perpétuité. Même si Salem s'est battu pour annuler la condamnation et la peine à perpétuité qui lui avait été prononcée pour le meurtre de DiSarro, il a finalement perdu sa dernière opportunité d'avoir un nouveau procès lorsque la Cour suprême des États-Unis a refusé de faire appel. Il a finalement été incarcéré dans la prison fédérale du Missouri. Le 13 septembre 2022, Frank Salem est décédé au centre médical américain pour prisonniers fédéraux de Springfield à l'âge de 89 ans. Bien que la cause exacte du décès soit largement inconnue, certains pensent que les circonstances de son décès pourraient être dues à sa vie précoce de chef du crime notoire pour la famille criminelle Patriarca. Peter Arthur Gotti. Peter Gotti has died in prison. The 81-year-old was once the head of the Gambino crime family. Prosecutors said he was a successor to his younger brother, John. Figure clé de la célèbre famille criminelle Gambino, Peter Gotti est sorti de l'ombre et de son tristement célèbre frère, John Gotti, pour jouer un rôle important dans le monde du crime organisé. Cependant, il a rencontré les mains froides de la mort en prison. Né le 9 février 1939 à Brooklyn, New York, les premières années de Peter ont été marquées par les dures réalités de son quartier et l'influence de
de son frère criminel. Alors que John Gotti est accédé au poste de patron dans les années 1980, Peter lui emboîta le pas, bénéficiant de la position de son frère et s'enracinant profondément dans les activités criminelles de la famille Gambino. Le tournant de la carrière criminelle de Peter Gotti a eu lieu avec la condamnation de son frère en 1992 pour des accusations allant du racket au meurtre. Alors que John était derrière les barreaux à vie, Peter est passé sous les feux de la rampe, assumant un rôle plus important au sein de la mafia, s'élevant au rang de capodastre dans la famille Gambino, et continue de naviguer dans le monde dangereux du crime organisé. Cependant, les propres problèmes juridiques de Peter Gotti sont apparus au début des années 2000. En 2003, il a fait face à une inculpation fédérale pour des accusations telles que prêt usuraire, extorsion et blanchiment d'argent. L'affaire alléguait que Peter avait pris le contrôle des opérations de la famille Gambino pendant l'emprisonnement de son frère. Par la suite, en 2004, il a été reconnu coupable de ces accusations et condamné à plusieurs années de prison. Tout au long de son incarcération, Peter Gotti est resté relativement discret aux yeux du public. Il a été confronté à de nombreux défis, notamment sa santé se détériorant et ses batailles juridiques. En 2011, il a fait appel de sa condamnation au motif de problèmes de santé, mais sa demande de libération anticipée a été rejetée. Avec des antécédents criminels totalement liés aux activités notoires de son frère, la vie de Peter est intimement liée au tissu de la famille criminelle Gotti. Le 25 février 2021, Peter Gotti est décédé des causes naturelles au complexe correctionnel fédéral de Butner en Caroline du Nord, à l'âge de 81 ans, ce qui fait de lui l'un des rares membres de gang à avoir une mort naturelle alors qu'il était incarcéré et marquant la fin d'une époque pour l'héritage criminel de la famille Gotti. Richard Leonard Kuklinski, le diable sous forme humaine qui a orchestré plus de 100 à 200 meurtres au cours de sa carrière criminelle. Cependant, pendant son incarcération, il l'a goûté à son propre médicament, la mort. Né le 11 avril 1935 à Jersey City dans le New Jersey, la jeunesse de Kuklinski a été marquée par des abus et la violence. Il a affirmé avoir eu une enfance difficile, victime de violences physiques de la part de ses parents. On sait que ses activités criminelles, notamment le vol et l'extorsion, trouvent leurs racines dans ses premières années. Dans les années 1950, Kuklinski entra dans le monde du crime organisé, travaillant pour diverses familles criminelles de la région métropolitaine de New York. Sa réputation de violence et d'efficacité a attiré l'attention de certaines organisations criminelles. Il s'est ensuite associé à la famille criminelle DeCavalcante et plus tard à la famille criminelle Gambino et est devenu populairement connu comme un tueur à gages. Ses méthodes étaient si sinistres que le surnom « l'homme des glaces » lui a été donné en raison de sa pratique consistant à geler certaines de ses victimes pour masquer l'heure de leur mort. Désireux d'étendre son entreprise criminelle, il est passé du vol et de l'extorsion au meurtre, à l'usurpation d'emprunts et au trafic de drogue. Connu pour être intelligent et créatif, il a développé un goût particulier pour utiliser diverses méthodes pour éliminer ses cibles, comme l'empoisonnement au cyanure, les fusillades, voire le démembrement. La façon dont Kuklinski a pu maintenir une vie de famille apparemment normale parallèlement à ses activités criminelles était assez fascinante. Malgré sa profession violente, il épousa Barbara Pedricci en 1961 et le couple eut 3 enfants. Il a fait de grands efforts pour protéger sa famille de ses activités criminelles, présentant de la façade d'un père de famille typique de banlieue. Finalement, la carrière criminelle de Kuklinski a pris fin en 1986 lorsqu'il a été arrêté par les forces de l'ordre. Il a d'abord été appréhendé pour son implication dans un réseau de distribution de pornographie, mais a ensuite été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de meurtre, de complot et de racket. Lors de son procès, Kuklinski a avoué avoir tué entre 100 et 200 personnes entre les années 1940 et 1980, même si le nombre exact reste incertain. En 1988, Kuklinski a été reconnu coupable de 5 chefs de meurtre et condamné à la réclusion à perpétuité. Malgré ses affirmations de remords et ses tentatives de se présenter comme un homme réformé, la réputation de Kuklinski en tant que meurtrier de sang-froid ne pouvait être éclipsée. En octobre 2005, après plus de 18 ans de prison, Kuklinski a reçu un diagnostic de maladie de Kawasaki. Bien qu'il ait demandé au médecin de veiller à le réanimer en cas d'arrêt cardio-pulmonaire, son ex-épouse Barbara a signé un ordre de ne pas le réanimer, et même lorsqu'on lui a demandé si elle souhaitait annuler l'instruction une semaine avant sa mort, elle l'a refusé. Le 5 mars 2006, à l'âge de 70 ans, Richard Kuklinski est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il purgeait sa peine à la prison de l'État du New Jersey, à Trenton. Même si elle avait peut-être ses raisons, certains pensent que Kuklinski aurait vécu plus longtemps si Barbara avait annulé ses instructions une semaine avant sa mort. Pourrait-on dire qu'elle l'a tué ?